à toutes, bienvenue dans mon petit espace créatif. Je m'appelle Lise et aujourd'hui nous allons parler de couture, de teinture et de tricot. Mais avant de commencer, vous le savez, j'ai eu une fin d'année assez difficile et un début d'année pas forcément mieux. Mais pour une raison qui m'échappe, depuis quelques semaines, je ressens comme une espèce de joie intérieure, un truc. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas du tout d'où ça vient, mais j'avoue que ça fait du bien. Je me sens bien et je suis heureuse de revenir partager avec vous toutes les choses, toutes les choses que j'ai terminées. Alors, comme vous l'avez vu, on est dans le même environnement que pour les vidéos d'avant. Bah voilà, tout simplement parce que le sapin de Noël qui prenait toute la place est enfin parti. Cette année, nous n'aurons pas de sapin de Pâques. Ça nous est déjà arrivé plus d'une fois. Donc maintenant, on peut passer à ce qui nous intéresse. Donc on va parler de couture, de tricot et de teinture. En couture, il y aura normalement le patron Farah, une chemise la Maison Victor et puis une robe la Maison Victor, soit celle que je porte, mais on en parle après. Je vais tout de suite mettre mon petit tatirail que j'avais prévu. Hop. Et on en parlera dans la partie tricot. J'espère qu'il est bien mis. Donc avant de passer à la suite, j'avais envie de dire un immense merci à toutes les personnes qui ont répondu à ma question sur comment j'appelle en fait mes vidéos, mes hors-séries sur le retour que je fais sur des vêtements que j'ai cousus, portés il y a déjà pas mal de temps. Donc, à la base, ça s'appelait Top, Flop et Tlop, mais ça sonnait vraiment très bizarre. Et du coup, j'ai décidé d'appeler ça Top, Flop et Bof. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé à choisir ce petit nom. Ok, donc maintenant, on va passer dans le vif du sujet et on va parler couture. Une fois n'est pas coutume, on commence par la couture. Alors, en couture, j'ai cousu le patron Farah de Sophie Denis Couture. Et c'est un patron de top que je vous ai déjà montré dans une viscose tuile ocre de Atelier Brunette. Et cette fois-ci, je vous avais dit que j'allais en recoudre. Je l'avais déjà fait d'ailleurs. Et donc cette fois-ci, je l'ai cousu en robe, aussi à manche courte. Donc je vous montre la robe. Voilà, là. Voilà. Alors, le patron se présente comme ceci. C'est donc un patron de top, avec un col V, avec des propositions de manches courtes et de manches trois quarts. Ouh, tout va bien. Et de manches trois quarts. Donc, cette fois-ci, j'ai encore fait la version avec les manches courtes, mais la prochaine version sera assurément avec les manches trois quarts. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que je pense qu'il y a quelques petites précisions que j'ai oublié d'apporter la dernière fois. D'abord sur le patron, sur la réalisation elle-même. Au niveau des manches, je ne savais plus dans la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé, si oui ou non il y avait de l'embu au niveau des manches. Il y a effectivement 2 cm d'embu au niveau des manches. L'embu, c'est quoi? L'embu, c'est en fait une surface de tissu supplémentaire qu'on met au niveau de l'épaule, on fronce pour créer en fait suffisamment d'espace pour que ça épouse l'épaule. Donc ça facilite en fait le mouvement. Ça, c'est quelque chose que j'avais oublié de préciser dans la dernière vidéo. La dernière fois que j'ai parlé du patron Farah. La deuxième chose que j'ai faite, évidemment, je l'ai faite en robe. Du coup, ma robe, je suis partie du top pour faire la robe. Donc, j'ai rallongé le top de 50 cm pour obtenir ce rendu. Je vais vous mettre dans la boîte de description des liens vers des vidéos ou des blogs qui expliquent comment est-ce qu'on rallonge en fait un vêtement court pour en faire typiquement une robe ou autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous mettre. Ce que j'ai modifié aussi par rapport au patron de départ, c'est que l'ourlet du bas, je l'ai fait droit. Parce que sur le patron de départ, en fait, c'est un ourlet qui est un peu ovale, comme ça. Ça se voit d'ailleurs là sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça se voit là. Bref rappel, le patron va de la taille 32 à la taille 56. Moi, j'ai cousu la taille 40 et vous allez voir, ça me va pile poil nickel.
Est-ce que j'oublie quelque chose par rapport à ça? J'ai pas l'impression. Par rapport à ce que j'ai déjà dit, je crois pas. J'avais parlé des pinces, ça c'est bon. Ok, maintenant on va en revenir au tissu lui-même. C'est un tissu, un crêpe viscose que j'avais acheté en box chez Munaso. C'est en fait le tissu de la toute première box de chez Munaso. Et comment vous dire, c'est un tissu que je trouve beau, mais vraiment hyper beau. J'adore ces motifs fleuris. Je trouve l'assemblage des couleurs hyper bien fait. On a du corail, du rose, du bleu marine, du rose clair, enfin bref, du blanc. Je trouve ça hyper joli. Mais au niveau de la qualité du crêpe viscose, le tombé est nickel, tout ce qu'on veut. Mais ce qui me gêne, c'est que, alors, pendant la couture, j'ai eu énormément de soucis de fil tiré. Je vous montre ça. Vous en voyez ici. Vous en voyez ici. Et un autre souci que j'ai eu, et ça c'est probablement dû à ma faute, c'est que c'est probablement parce que j'ai dû mettre le tissu au sèche-linge et je n'ai pas le souvenir qu'on puisse mettre ce tissu au sèche-linge. À mon avis, c'était plutôt séchage à l'air libre. Et du coup, mon tissu a été complètement détruit dans le dos, ici. Vous voyez, ça fait des bouloches énormes. Et c'est vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment pas joli quoi. Je trouve ça vraiment pas joli. Bref, donc grosse déception par rapport à ça. J'ai eu des fils tirés partout. Et pourtant je suis à peu près sûre d'avoir utilisé des aiguilles microfibres. Alors est-ce qu'il y avait un souci avec le pied d'entraînement de ma machine? Je sais pas. Franchement je ne sais pas. Mais vraiment ça m'a tiré mes tissus. Enfin je suis très déçue par rapport à ça. Alors forcément, ayant fait une robe et comme j'aime les vêtements qui sont cintrés, j'ai aussi cousu une ceinture que voici. Elle fait à peu près 1,50 m. Donc je peux faire un tour et puis me faire un joli nœud sur le devant pour marquer la taille. Alors ça, c'est une pièce qui ne vient pas du tout du patron. Hein. C'est une pièce que j'ai dessinée moi-même. Alors, autre chose par rapport au patron, j'avais pensé à quelque chose, mais je me souviens plus ce que c'était. Ah oui, j'ai utilisé 2 mètres de viscose pour pouvoir obtenir ce rendu-là. Le col V, je l'ai rendu plus ciselé par rapport au patron de base, exactement comme ce que j'avais fait dans la version que je vous ai présentée précédemment. Et je trouve ça hyper joli. Et c'était assez indécent en fait, parce que le décolleté, il arrivait vraiment là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des pinces au niveau des épaules. Et ça, je vous en avais parlé, je vous l'ai montré déjà. Et du coup, ça me fait un décolleté qui est beaucoup plus décent. Et voilà. Oui, petit rappel pour les personnes qui ne le sauraient pas, les patrons de Sophie Denis Couture arrivent en fait, sont disponibles en 3 statures, 1,60 m, 1,68 m et 1,76 m, si ma mémoire est bonne. 1,76 m. Je vous noterai là. Et je sais pas combien de fois ça a coupé, combien de fois j'ai été interrompue, j'ai commencé à enregistrer hier, enfin c'est du grand n'importe quoi. Bon, on va éviter de perdre du temps, on va passer au patron suivant. Donc j'ai fini avec Farah, je vais passer au patron Bruna de la Maison Victor, édition 2 2018. Le patron Bruna, c'est cette chemise à manches courtes que vous voyez ici. Ok. C'est un patron qui va de la taille, 30 à 56, qui vient sans marge de couture, qu'on peut coudre dans les tissus qu'on veut. Il propose des tissus comme d'habitude dans la Maison Victor. Moi, je l'ai cousu dans un tissu polyester que j'ai acheté au Coupon de Saint-Pierre en 2019. Lors de ma petite virée CSF, j'ai découvert les coupons de Saint-Pierre cette année-là et je me suis fait bien plaisir, d'autant plus que les coupons étaient vendus à 15 €, donc pour 3 mètres, je trouvais que c'était hallucinant. Bref, donc voici ma chemise Bruna, qui n'a pas les manches courtes comme ce qui est montré sur le magazine. Moi, j'ai décidé de faire des manches longues, donc j'ai rallongé la manche qui était proposée dans le patron. Je vais me mettre comme ça, voilà. J'ai rallongé la manche qui était proposée dans le patron. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait comme autre modification? Je crois que c'est à peu près tout. Ce que j'ai adoré faire dans ce patron, c'est de coudre un col tailleur. Ce que je n'avais jamais fait et qui pour moi avait l'air, enfin ça me paraissait être le truc le plus insurmontable du monde. Et en fait, j'ai vraiment réussi à le faire en suivant les explications qui sont mentionnées dans le patron. J'ai eu une petite difficulté au niveau du col parce que il y a des choses que j'avais pas...
Il y a des choses que j'ai pas comprises en fait dans ce qu'ils avaient expliqué, mais je me suis aidée en fait du patron IS Vitamine d'Ivan Soufflet, qui pour moi est vraiment le must des patrons de chemise que j'ai en tout cas dans ma patron tech. Donc voilà ce que j'en ai fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que le bas de la chemise est ovale. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime pas quand les chemises sont droites en général. C'est pas quelque chose c'est pas ce que je préfère, on va dire. J'ai rajouté ici un bracelet de manche. Il y a encore des fils à couper. Pourtant j'ai déjà porté plusieurs fois. Là, il y a encore des fils, il y a encore un petit fil là qui traîne. Donc, j'ai rajouté des bracelets de manche, mais malgré ça, je trouve que c'est encore un poil trop court par rapport à ce que j'aime, porter. Autre chose intéressante, bon, c'est pas très intéressant en soi, mais bon, il y a des boutonnières. Et vous savez à quel point pour moi, les boutonnières, c'est pas le truc le plus facile à faire, je trouve. Mais pour une fois, je pense que je les ai encore pas trop mal réussi. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai toujours un côté qui est plus fin que l'autre. Si vous avez une explication à ça, franchement, je serais hyper méga contente de savoir. Donc voilà pour celle-ci. Ah, petite précision. Alors, au niveau des finitions du bas de la chemise, je trouve que c'est pas terrible parce que dans beaucoup de patrons, on a ça pour les chemises. C'est qu'on a ici cette espèce de coin là, pour faire le coin, ça fait toujours comme une espèce de bump ici à l'intérieur. Et j'ai suivi le patron, donc j'ai fait comme il disait. Et ce que j'aurais dû faire, c'est suivre les explications données par Ivan S pour le IS Vitamine, parce que c'est une finition que je trouve impeccable, parce qu'on n'a pas du tout cette espèce de bourrelet sur le coin de la chemise. Et c'est vraiment, c'est hyper agréable au toucher, quand on le porte déjà à travailler, et puis deux, au toucher, quoi. Parce que quand on coud ici pour fermer l'ourlet, pour fermer le bas du vêtement, moi, d'habitude, j'ai un problème avec l'aiguille qui plante là-dedans, puis ça m'est arrivé de la casser. Et là, pour le coup, avec une finition comme celle-là, ça fait quelque chose de très facile à coudre. Et agréable aussi au toucher. Donc ça, c'était pour la chemise Bruna de la Maison Victor. Évidemment, ben voilà, vous avez vu, hein, moi je crois que je suis en train de faire des appels de phare au printemps. J'ai hâte d'être au printemps, même si j'adore la neige, hein, tout ce que vous voulez, mais je déteste le froid. Voilà, ce tissu, je le trouve chatoyant, je le trouve gai, je le trouve, je sais pas, enjoué. Il me plaît vraiment beaucoup. Puis le mix de couleurs, je le trouve vraiment très beau. Un peu de corail, un peu de vert, enfin différentes tonalités de vert. Et puis, enfin voilà. Ce sont les choses qui m'animent en ce moment. Ce sont les couleurs qui m'animent en ce moment et vraiment j'adore ça. Moi j'ai trouvé que c'était un patron qui était assez facile à coudre. Vraiment, j'avoue que voilà, tant les explications écrites que les explications dessinées, que les dessins sont explicites. La seule chose, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au col. J'ai donc cousu une taille 38. Je le trouve un peu tight au niveau de la poitrine, même si je ferme sans problème ma chemise. Mais ça tire un peu ici au niveau de l'emmanchure. Probablement, j'imagine que c'est un problème de carrure. Alors, si vous avez une explication par rapport au fait que ça tiraille au niveau de l'emmanchure, moi j'ai l'impression que c'est un problème de carrure, mais s'il y a une autre explication, bah, mettez-le moi dans les commentaires de la vidéo. Ça m'aidera pour la prochaine réalisation. C'est un patron que j'ai décidé de faire sans poche, parce qu'il y a une poche qui est proposée, parce que I have people on the balcony, guys. Et donc je ne vais pas encore rajouter de la matière, alors que j'ai déjà suffisamment de matière à ce niveau-là. Autre chose qui est importante à savoir, si vous voulez coudre cette chemise, c'est qu'il n'y a pas de pince. Zéro pince. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi de là que vient ce problème de tiraillement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, et je me rends compte que j'ai un trou, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh purée, bon, bah, je vais la coudre rapidos. Je vais la coudre rapidos. Ok, bon, bah voilà pour la chemise, le chemisier Bruna de la Maison Victor, édition de 2018, à laquelle j'ai rajouté des manches. Ensuite, j'ai cousu. Qu'est-ce que j'ai encore cousu? Bah, j'ai cousu ce que je porte sur moi. Je suis trop contente. Je la voulais cette robe, mais vraiment, depuis genre méga longtemps, je la voulais. Enfin, depuis que le patron est sorti, en gros. Depuis que le magazine est sorti. C'est l'édition 4 de 2019. Et c'est donc cette robe ici que j'ai cousue. Alors, le patron se décline de la taille 30 à la taille 56. Il y a genre 300 000 pièces dans ce patron. Enfin, il y a une dizaine de pièces.
Et rien que ça, des fois, ça me décourage parce qu'il faut rajouter les marges de couture à quasiment toutes les pièces, en plus des ourlets, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave. Le patron ressemble à ceci. Le vêtement ressemble à ceci. Oups! Et donc, moi, je l'ai cousu dans cette double gaze de chez Munasso, qui vient de la box de septembre 2020 de Munasso. Alors, je l'ai cousu en taille 38. Comme tous les patrons de la Maison Victor, je les couds toujours en taille 38. Et j'ai utilisé 2,80 m de tissu et j'avais 2,80 m de tissu dans la box de Munasso, donc c'est vraiment tombé pile poil nickel. J'étais hyper méga contente. Qu'est-ce que je peux relever par rapport à cette robe? Alors, de deux choses l'une. Il y a une boutonnière, une vraie boutonnière qui est proposée ici sur le devant. Moi, je ne l'ai pas faite parce que quand j'ai cousu cette robe, je voulais la porter genre le lendemain du jour où j'avais terminé la couture. Et j'ai terminé tellement tard que j'ai décidé que non, il n'y avait pas moyen. Donc, j'ai cousu les côtés l'un sur l'autre comme ça. Et en fait, je la passe sans problème. C'est génial. Alors, j'hésite quand même à faire les boutonnières parce que je trouve que c'est quand même assez joli avec les boutonnières. Puis ça permet, si on veut un décolleté un peu plus prononcé ou pas, d'ouvrir un bouton ou l'autre. Petit conseil, quand vous décalquez le patron, mettez vraiment bien marquez vraiment bien les points qui sont demandés dans le magazine. J'ai oublié de le faire et ça a été une prise de tête monumentale. Bref, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard, j'ai rien pu faire. Et ça me fait comme une espèce de petit bump ici. Ça me fait comme un petit bump ici au niveau de la poitrine, ce qui n'est pas très heureux. Mais je me demande si avec la boutonnière, ça rattraperait la chose. Ce sont des boutonnières verticales qui sont recommandées. Deuxième chose que je voulais noter par rapport à ce patron, c'est le fait que j'ai enfin réussi à faire des fronces qui ressemblent à quelque chose d'à peu près potable. J'en avais parlé dans ma vidéo top, flop, clop et tout ça. Et puis j'avais présenté la version robe de Zedis Jumpsuit que j'avais cousue dans une double gaze de France Duval Stala. Et quelqu'un m'a dit, si tu trouves un moyen de faire des fronces comme il faut, écoute, partage. Alors, ce que j'ai trouvé dans ce magazine-là, je trouve que la technique de fronce chez la Maison Victor, moi, elle me convient. Je trouve qu'elle est hyper bien expliquée. On passe 2 fils de couture, enfin, on coud 2 fils. J'imagine que c'est comme ça que ça se fait de manière générale, mais... Donc, j'ai trouvé dans la Maison Victor, pour ce patron-ci, le dernier panneau se fait à partir de fronces. Donc, on coud 2 fils parallèles. Et ensuite, sur les côtés, on pose des épingles. On passe un fil en 8 autour des épingles. Comme ça permet de bloquer le tissu et de bloquer le tissu et le fil. Et ensuite, on tire les fils pour créer les fronces. Et je trouve que ça donne un résultat qui est, ma foi, assez convenable, on va dire. Bien entendu, pour les personnes qui n'aiment pas les robes, on peut parfaitement imaginer de faire une blouse à partir de ça. Vous voyez, on a une séparation. Je n'arrête pas de me lever et de me rasseoir. On a trois sections. Donc, on a la première section ici, la deuxième là, et puis la troisième qui est en fait la jupe froncée. Cette partie-ci n'est pas du tout froncée. On peut très bien imaginer de raccourcir là pour avoir une blouse un peu sympa. Est-ce que j'avais encore autre chose à dire? Ah oui, j'ai quelque chose à dire parce que j'ai trouvé que travailler cette double gaze de chez Munasso était juste simplissime. Là, la robe, elle n'est pas repassée. Elle n'est pas repassée, elle garde la même longueur. Moi, je trouve que le tissu ne bouge absolument pas. Je l'ai trouvé vraiment facile à coudre. J'ai pas eu à me battre avec le tissu qui part, qui fuit et qui me détruit ma couture pendant le travail. Ce problème que j'avais eu avec la double gaze de France Duval Stala, et ça, c'était vraiment dommage parce que celle-ci quand même, la France Duval Stala, elle coûte quand même pas mal cher. Et puis celle-ci, elle était vraiment meilleur marché, mais je trouve qu'en termes elle est plus facile à travailler. Je trouve qu'elle s'entretient hyper facilement. Donc, à choisir, je rachèterais celle-ci plutôt que l'autre. Parce que vraiment, j'étais tellement surprise par la facilité de travail de cette matière que je me suis dit, ok, bon, c'est cette double gaze-là de chez Munasso que je veux avoir.
Bon bah voilà, je crois que j'en ai fini avec la couture. J'avais encore pas mal de choses que j'aurais voulu vous montrer, mais ça je vais refaire une vidéo bientôt. J'ai d'autres vêtements que j'ai cousus, que je vais encore porter un petit peu avant de vous faire un retour, dessus. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire sur cette robe. Voilà. On passe à la teinture. Alors, en teinture, on va commencer. Les couturières, je vous ai dit, restez. Alors, en teinture, j'ai fait de la teinture sur tissu. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai faite celle-là, parce que je l'avais faite, je crois, au mois de novembre, au mois de décembre. J'avais fait de la teinture au marc de café. J'avais pris un tissu coton polyester et hop, j'avais pris un tissu coton polyester. Je l'avais d'abord teint avec du marc de café et du café. Et par-dessus, avant de le sécher, je l'ai posé à plat et j'ai pris en fait une macération de cochenille que j'ai pulvérisé à l'aide d'une comment on appelle ça, d'une seringue que j'ai pulvérisé à l'aide d'une seringue. J'ai laissé sécher à l'air libre et ça m'a donné en fait ceci. Et vraiment, je suis hyper contente du résultat. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, ça me donne quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Et ce petit bout de tissu doit me servir à faire un sac à projet qui est un cadeau que je dois envoyer, qui est un cadeau de Noël 2020 que je n'ai toujours pas réalisé, mais qui va être réalisé après les vacances scolaires. Parce que là, on va partir une semaine en vacances, donc je sais que je ne vais pas pouvoir prendre ma machine à coudre avec moi, donc ça attendra le retour des vacances. Voilà pour ça. Pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo sur la teinture naturelle, les explications que j'ai données vont vraiment du tout départ, donc de la fibre. Ça peut très bien être aussi du tissu en matière naturelle, laine, etc. J'ai donné vraiment toutes les explications depuis le début jusqu'à l'obtention de la couleur. Et c'est quelque chose au niveau des explications qui pourra probablement être utile aux personnes qui... C'est la vidéo la plus difficile à tourner. Impossible de tourner cette vidéo. Bref. Allez, go, chérie. Ah, merci. Oui, alors on est samedi, on est à la maison, tout le monde est à la maison. Enfin, bref, tout va bien. Ok, donc je disais que les explications données dans cette vidéo sont applicables à des tissus faits en fibre naturelle et ça vaut vraiment le coup de le faire si, par exemple, vous avez envie d'essayer de la teinture sur du tissu. On passe à la suite étant en fait ce que j'ai teint justement dans ce fameux hors-série teinture. J'ai posté les photos dans l'onglet communauté de ma chaîne, mais cette fois-ci je peux vous les montrer en vrai. Je ne les ai pas encore bobinées parce que je voulais absolument vous les montrer en écheveau. J'ai l'impression d'être dans une chanson de Brassens, vous savez, parce qu'on dirait des bottes d'oignons un peu comme ça que vous trouvez sur les marchés. Ah, celui qui me trouve le titre et les premières paroles de cette chanson, il aura un petit quelque chose. On fera un petit tirage au sort, il aura un petit quelque chose. Ça, c'était totalement pas prévu, ça. Mais ouais, bref, ok. Donc, je vous montre les résultats que j'ai obtenus avec de la teinture à la Garance. Ça, vous le savez si vous avez regardé la vidéo. Ici, on a les laines qui étaient mordancées et puis celles qui ne l'ont pas été. Vous avez une grande préférence pour celle-là, hein, dans les commentaires que j'ai vus. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos commentaires. Ils étaient juste tous plus géniaux les uns que les autres. Enfin, j'étais super touchée à chaque fois. Je me suis à fond donnée pour cette vidéo-là et je suis hyper contente que ça vous ait vraiment plu. Voilà, j'étais toute émue parce que pour moi, la teinture naturelle, c'est vraiment... voilà, c'est quelque chose que j'aime depuis très longtemps. Bref, revenons-en à nos moutons. Alors voilà les échevettes faites avec le mordançage. Vous voyez, ça donne vraiment un orangé quand même assez doux, hein, faut le dire. Il est quand même assez doux. Et puis ici, ce sont les écheveaux faits avec sans mordançage. Petite précision, la teinture au bois de santal, c'est une teinture qui est petit teint, c'est-à-dire qu'en fait, la couleur, elle va pas forcément, elle va pas bien tenir dans le temps, donc elle va devenir un peu plus fade dans le temps. Et puis, avec des couleurs petit teint comme ça, et de manière générale avec la teinture naturelle, séchez-les à l'air libre, mais pas directement au soleil. Je l'avais fait une fois, et j'en avais parlé d'ailleurs, il me semble, au tout début de ces vidéos.
J'avais fait une fois, sur le coup, j'avais pas eu de soucis, mais avec le temps, j'ai vu que la couleur avait fadi, alors que c'était quoi? C'était de la Garance, qui est pourtant une teinture grand teint, donc c'est quelque chose qui est solide, qui résiste au soleil. Mais sur la durée, je trouve que ça s'est vraiment affadi. Non, séchez-les à l'air libre, mais quand même à l'abri du soleil. Ok. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je vais tricoter avec? Ça va me permettre de faire le lien avec la partie tricot. Alors, avec ceci, je vais tricoter un patron de châle issu du Knitted Book de l'année passée, c'est-à-dire le châle Brocéliande de Astrid Trolland. Voilà, ça ressemble à ceci. Je le trouve hyper beau ce châle. Il y a différentes textures, et j'ai différentes textures avec les résultats que j'ai obtenus avec ma teinture là. Et je pense que c'est vraiment un patron qui s'y prête. En plus de ça, c'est une designer que je ne connaissais pas, donc je ne connais pas du tout l'univers. Donc ça va être vraiment génial de pouvoir découvrir une nouvelle designer. Ce que je ne sais pas encore, c'est quelle couleur de fond je vais utiliser pour mettre en valeur ces couleurs-là. Voilà, je suis hyper contente des résultats, vraiment. Je vous l'ai dit dans la vidéo. Si c'est quelque chose, si la teinture naturelle c'est quelque chose qui vous intéresse parce qu'elle est applicable au tissu et à la laine, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un œil à cette vidéo. Alors voilà pour mes petites réalisations en teinture. Ça, ben voilà, je vous l'ai dit, je vais le coudre incessamment sous peu après mon retour de vacances. Et puis ceci, je vais le bobiner aujourd'hui parce que je pense que ça va être mon tricot zéro cerveau de la voiture. Voili voilou. Je vais tout de suite commencer par un autre patron de ce Knitted Book que j'ai tricoté et qui est dans une petite boîte parce que c'est un cadeau que je fais et qui est déjà prêt à partir. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est un tricot bébé. C'est un tricot bébé. Voilà. Qui se présente comme ça. Mais c'est trop mimi! J'adore les tricots bébés. C'est tellement rapide à réaliser. Regardez. Oh là là. Alors, avant de continuer, je vous montre tout de suite le patron en question. C'est aussi donc un patron du Knitted Book 2020. C'est le pull scandinave de Guillemette Auboyer que vous voyez ici. Alors, c'est un patron qui est proposé de la taille 3 mois à la taille 6 ans. Le bébé que j'ai envie de gâter a un peu plus d'1 an maintenant, donc moi je voulais faire une taille entre 18 mois et 2 ans. La laine utilisée dans ce patron, c'est une laine de la droguerie. Moi, j'avais pas une couleur neutre comme couleur de base chez la droguerie, donc j'ai choisi dans des laines que j'avais déjà à disposition. Toutes les références de laine que je ne mentionne pas oralement vont se retrouver dans la boîte de description et probablement aussi assez rapidement sur mon compte Ravelry, dont je vous mets les coordonnées dans la boîte de description. Donc, moi, j'ai choisi de tricoter à partir des mesures de la taille 1 an, sauf que j'ai utilisé un fil sport pour la base. C'est un fil que j'avais en stock depuis très 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 longtemps et avec lequel j'avais cousu un patron d'Aurélie Lapoule. Donc, c'est ce fil-ci que j'avais acheté dans un centre commercial, dans un supermarché suisse qui s'appelle Manor. Et pour les rayures, j'ai utilisé cette laine-ci que j'avais teinte à l'époque avec de la cochenille, puis ça m'avait donné un rose bonbon dont je ne savais absolument pas quoi faire. J'avais ensuite rajouté des speckles de bois de santal, puis ça donnait quelque chose que je ne savais pas quoi faire. Enfin, je ne pouvais pas utiliser ça sur une grande surface. Et j'ai gardé, je ne sais plus ce que j'ai tricoté avec, mais bref, j'ai gardé les restes. Et, et j'ai bien fait parce qu'en fait, je trouve que ça va hyper bien avec ce petit patron. La troisième couleur que j'ai utilisée, c'est un reste de laine à chaussettes à paillettes. Je ne suis pas sûre qu'on voit les paillettes. C'est un reste de laine à chaussettes à paillettes qui m'avait été donné il y a très très longtemps. Enfin, on avait échangé en fait des laines. Moi, j'avais donné de la rosa pommard et puis j'avais reçu celle-ci. Voilà. Je ne sais pas si on voit les paillettes. Ensuite, la troisième laine que j'ai utilisée, c'est une laine de chez Drops. Mais alors la qualité, je vous avoue que ça fait tellement longtemps que je l'ai, que je n'ai plus aucune idée de ce que c'était comme qualité. Et si je retrouve ça, bah évidemment, je vous mettrai les inscriptions plus loin. Donc ça donne ça, mon petit combo.
J'ai choisi de faire simplement une rayure du violet foncé parce que je trouvais que le mélange, que plus de rayures de violet foncé, ben, ça aurait pas rendu l'effet que je voulais. Je voulais quelque chose de coloré, mais de quand même délicat en même temps. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat que j'ai obtenu ici. Donc moi je vous disais que j'ai utilisé un fil de taille sport. J'ai tricoté en aiguille 3,5 et j'arrive en fait aux dimensions entre 18 mois et 2 ans pour ce patron. Il est extrêmement facile à tricoter, les explications, je les ai trouvées vraiment très claires. Ce qui est génial dans le Knitted Book, c'est qu'on a d'une part les explications en français et d'autre part les explications en anglais. Et ça, c'est vraiment un point important parce que contrairement au Laine Magazine, où on n'a que les explications en anglais, ben voilà, ça rend le truc pas forcément accessible aux personnes qui ne parlent pas ni ne tricotent, enfin qui ne tricotent pas en anglais. Voilou. Le pull se tricote de haut en bas avec des augmentations raglan. J'ai rajouté des mailles, j'ai rajouté des mailles en plus sur la jonction manche-corps, justement parce que je voulais avoir une taille un peu plus grande pour cette petite qui a déjà plus d'1 an. Et je voulais aussi qu'elle puisse porter le pull déjà juste à la fin de cet hiver et peut-être même l'hiver prochain. J'espère que ça ira. Sinon, il n'y a pas de point, technique particulier que j'ai relevé dans ce patron. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le patron facile, rapide et efficace pour faire des cadeaux à des enfants ou bien pour tricoter pour ses propres enfants. Voilà. C'était donc le pull scandinave de Guillemette Auboyer du Knitted Book 2020. Il va retourner dans sa petite boîte et dès qu'on va sortir, on va aller à la poste le poster. J'espère qu'il plaira. Ok, alors ça c'était pour celui-ci. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler des chaussettes Meerschaum Socks que je vous avais déjà montré. Il y a plusieurs vidéos de cela, genre il y a au moins 1 an. Il y a en tout cas 1 an, j'avais tricoté une première chaussette, c'était celle-ci, dans une laine que j'avais teinte avec des teintures naturelles. J'avais fait des speckles et ça donnait ça. J'avais commencé la deuxième chaussette à l'époque, mais je sais pas, j'ai eu le syndrome de la seconde chaussette. Et en fait, ce n'est qu'1 an plus tard que j'ai commencé à la retricoter. Et il se trouve que quand j'ai repris mon tricot, j'ai pas du tout fait attention à la taille d'aiguille que j'étais en train d'utiliser parce que j'étais persuadée d'avoir la bonne taille de tricot, parce que j'étais persuadée d'avoir la bonne taille d'aiguille, ce qui n'était pas le cas. Et donc, je finis ma chaussette, je la pose sur l'autre et je me rends compte que, voilà. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais Lise, mais non quoi. Enfin, je m'en suis vraiment voulu, ça m'a saoulée. Ça m'a vraiment saoulée. Donc, ce qui fait que là, je pense que je suis juste par rapport à la taille de Marie-Rose parce que ces chaussettes sont destinées à Handmade Marie. Donc, je vais devoir défaire celle-ci, au moins jusque là. Et ensuite, je vais reprendre avec une taille d'aiguille supplémentaire. J'hésite même, je pense que je vais la défaire jusqu'aux côtes et puis je vais la recommencer. Et puis ce sera très bien. Puis ce sera très bien, j'ai vraiment envie qu'elle ait les chaussettes de la même taille. Parce que si c'était pour moi, à la limite, j'aurais dit, bon, bah ok, je laisse. Mais comme c'est pour quelqu'un d'autre, non, ça c'est hors de question. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais les refaire. Donc, les Meerschaum Socks, c'est un patron de chaussettes qui sont du Laine Magazine numéro 5. Pour moi, c'est un des meilleurs numéros du Laine Magazine parce que je veux tout tricoter dedans. Le patron est designé pour des aiguilles DPN, donc Double Pointed Needed, aiguille double pointe. Mais on peut le transformer et le tricoter avec des aiguilles circulaires. C'est ce que j'ai fait moi. Pour ce faire, à mon avis, il faut avoir bien compris comment une chaussette se construit. Donc, avoir bien compris l'anatomie d'une chaussette. Et une fois qu'on a compris l'anatomie d'une chaussette, on peut facilement passer effectivement des DPN à des aiguilles circulaires. Moi, j'ai tout tricoté en Magic Loop. Depuis la cheville jusqu'à la pointe, j'ai tout fait en Magic Loop avec des aiguilles de longueur 60 cm. Il y a 2-3 petites choses qui sont très intéressantes sur ce patron, mais que je n'ai pas faites parce que je trouvais que la laine se suffisait à elle-même. C'est que normalement,
au niveau de la cheville, du talon et de la pointe, on utilise en fait deux couleurs. Donc on fait un montage tubulaire à deux couleurs ici, il me semble que c'est ça. Je vous mets si c'est pas, je vous inscris si c'est pas le cas. On fait un montage tubulaire à deux couleurs et en fait on est censé avoir un cuff ici qui est bicolore, là aussi et là aussi. Je l'ai pas fait parce que déjà je trouvais qu'il y avait assez de speckles sur cette laine et en plus de ça je trouvais que, enfin j'arrivais pas très bien à savoir quelle autre couleur j'aurais pu mettre avec pour que ça garde quand même cet aspect délicat et romantique que je trouve au coloris. Donc Marie-Rose, je suis désolée, tu vas devoir attendre encore un tout petit peu pour tes chaussettes. Donc je vais devoir défaire la petite et je vais en faire une autre. Je suis hyper déçue. Je sais tellement qu'elle les ait. Bref, on arrête là pour ceci et on va passer à la suite. Alors, j'ai à vous montrer un châle que j'ai testé pour by Aline Valentin. C'est un châle qu'elle a designé en partenariat avec Les Chevaux Solidaires. Je vous mettrai toutes les informations concernant les liens nécessaires pour aller voir la thématique de cette collaboration. C'est un châle qui se construit d'une pointe à l'autre. Voilà. Il y a 5 sections différentes, il est entièrement symétrique et au centre, on a une grande bande, enfin une bande de mohair. Moi, c'est une bande de mohair, mais le patron utilise de la souris. Voilà, de la surie. J'en ai jamais tricoté de la surie, donc j'avais un mohair que j'avais teint avec je sais plus quoi. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, je l'avais montré dans une précédente vidéo. Et donc, je l'ai doublé ici et je l'ai utilisé pour remplacer en fait la souris. Donc, au niveau de ce patron, on commence par une section de point mousse. Tout le long du patron, tout le long du châle, en fait, on va tricoter en même temps l'aïcord. Ça, j'adore parce que ça signifie qu'une fois que le châle est terminé, il est terminé. Il n'y a pas besoin de venir encore faire des finitions sur le bord. Petit conseil, quand on tricote du point mousse, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas d'endroit, qu'il n'y a pas d'envers. Non, il y a effectivement un endroit et un envers. Je vous conseille vraiment de mettre un anneau marqueur, donc quelque chose de ce type-là. Vous l'accrochez sur le truc, sur le côté endroit. Et vous continuez votre tricot tranquillement. Comme ça vous évite de vous tromper. Je vous assure, sur le point mousse, il y a effectivement un endroit et un envers. Les deux ne sont pas du tout les mêmes. Et on s'en rend compte en fait quand on tricote quand on fait des rayures au point mousse. Donc après cette première section de point mousse où on fait des augmentations, on va attaquer cette deuxième section qui est en fait une section de point de vague, comme c'est appelé. Le châle s'appelle vague à lame. Et donc on fait ce point de vague qui est, ma foi, hyper intéressant à faire, mais petit conseil, utiliser des aiguilles qui vous permettent d'avoir un petit peu de mou au niveau des mailles quand on fait ce point de vague. Idéalement des aiguilles moyennement pointues à pointues et qui glissent. Et surtout, au moment de tricoter, essayez de ne pas tricoter serré. Et vraiment, il faut vraiment essayer de ne pas tricoter serré. Donc voilà pour ce qui est de cette partie. Ensuite, on attaque avec une partie en point jersey que moi j'ai faite avec un mohair doublé et on continue comme ainsi de suite. Moi, pour la fin, j'ai décidé de faire un dégradé comme vous l'avez vu et de terminer avec quelque chose d'un peu plus intense au niveau de la fin du châle. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, ce patron, il est son gros point fort de mon point de vue, c'est qu'il vous permet d'adapter, il vous permet de le tricoter avec ce que vous avez comme quantité de laine à disposition. C'est vraiment pour moi... Alors, j'ai pas l'impression d'avoir déjà eu ce type de patron. Je suis à peu près sûre que je n'ai jamais tricoté des patrons qui proposent ça. Et je trouve ça absolument génial parce que imaginez, vous avez 120 grammes de laine qui vous reste, vous ne savez pas quoi en faire. Ben voilà, vous pouvez vous faire un petit châle en utilisant la formule, enfin le tableau
explicatif qui est mentionné dans le patron. Et ça, je trouve ça incroyable. Pour les personnes qui ont des restes, des gros restes et qui ne savent pas quoi en faire, c'est typiquement le type de patron qui peut être utile. Moi, j'avais justement des restes, des restes de laine comme ceci. J'avais un écheveau complet de mohair que j'ai pu doubler. Et puis, j'avais encore des restes de laine. Enfin, là, j'avais aussi un écheveau, mais par contre, c'est un écheveau dont je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai pris la totalité de ce que j'avais comme à disposition, comme grammage. J'ai utilisé les calculs, j'ai utilisé les formules, ce ne sont pas des formules en soi. J'ai utilisé la méthode qu'elle propose dans son patron et avec ça, j'ai réussi à caser mes 276 grammes de laine que je voulais absolument utiliser, quoi. Et je suis hyper méga contente. Mon châle, il fait à peu près 50 cm de profondeur, mais alors par contre, il fait facilement 3,20 m, 3,30 m de longueur. Et il est vraiment génial. Alors, Aline explique qu'il faut... Elle propose de le porter avec la partie mohair derrière le cou. Et puis, après, on peut s'enrouler. Vous voyez, je peux l'enrouler une fois, je peux l'enrouler deux fois. Et pareil de l'autre côté, quoi. Donc, si avec ça, j'ai froid, c'est que vraiment, je le veux, quoi. Donc, voilà pour... ouais, du coup, maintenant, je suis coincée dedans, quoi. Comment on fait pour sortir de là? Ok. Donc, voilà pour ce patron. Moi, je vous dis vraiment le gros point fort de ce patron, de mon point de vue, en tout cas, c'est de partir de la laine qu'on a pour réussir à obtenir un châle qui nous convienne. Petit détail quand même qui a son importance, c'est qu'il n'y a pas d'échantillon proposé dans le patron. Les aiguilles préconisées sont 3,5 ou un peu plus, je crois. Mais non, il n'y a pas d'échantillon. On ne vous donne pas d'échantillon. On dit, ok, vous avez de la laine, aiguille 3,5, donc a priori, on est plutôt sur de la fingering ou de la light sport. À partir de là, vous pouvez faire votre patron. Donc voilà pour le châle vague à lame de by Aline Valentin. Je vous avais dit qu'elle avait sa patte. Franchement, je trouve ça hyper joli ce qu'elle a fait. Voilà, c'est un de mes châles préférés. J'avoue. Et c'est un de mes châles préférés parce qu'on n'a jamais trop de mailles sur ses aiguilles. C'est pas comme Stéphane West où on a 10 000 par an. Enfin bref. Je dis ça parce que mon slip Stravaganza, je le reprends ce week-end, mais j'espère que je vais le terminer. Ok, donc ça c'était pour l'avant-dernier projet l'avant-dernière réalisation, c'est le pull Luzen que j'ai testé pour Lilophile et qui est sorti il y a déjà 3-4 semaines, je crois. Je vous le montre. C'est un patron qui est boxy, avec des manches qui se caractérisent par une très jolie dentelle. On a 4 rangées de dentelles tout le long de la manche. On arrive à la fin de la manche et ensuite on fait des diminutions pour former un poignet bouffant. Très joli, c'est tout à fait les choses que j'aime bien en ce moment. Et ensuite on fait le poignet en côte. Donc la construction est très intéressante parce qu'elle se construit par morceaux. On va faire un morceau du dos, on va faire 2 morceaux pour chaque côté du dos, 2 morceaux pour chaque côté du devant. On va ensuite mettre tout ça ensemble sur une aiguille et on va tricoter en aller-retour. On va terminer le corps, faire les bandes de boutonnage chacune à son tour et ensuite faire la bande d'encolure. Une fois qu'on a terminé ceci, on relève des manches. On relève des mailles pour pouvoir tricoter les manches qui se tricotent sur elles, par contre sur des aiguilles qui par contre elles se tricotent en rond. Ça, c'est pour la construction du modèle. Moi, je trouve que c'est un modèle qui est hyper intéressant pour plein de raisons. Déjà, il propose un éventail de taille qui est hyper large. On part du XS au 3XL, sachant que le 3XL fait un tour de 160 cm. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ceci? Je trouve que c'est un patron qui est assez facile à suivre. Je ne dirais pas que c'est un patron débutant, pas du tout. Je pense que c'est un patron moyen. C'est un patron pour les personnes qui ont un niveau moyen, notamment de par la construction qu'on utilise pour le pull. D'autant que on commence directement ici, on attaque directement ici avec des rangs raccourcis, ce qui permet de créer justement cette pente entre le col et l'épaule, pour épouser évidemment la forme du corps. Moi, je l'ai tricoté. C'est un patron qu'on tricote normalement avec une laine mérino et puis une laine mohair. Non, c'est pas vrai. Il me semble que c'est un patron.
La laine préconisée, me semble-t-il, c'est de la souris, sauf que moi, j'avais pas envie de racheter de la laine, j'avais de la laine dans mon stock, j'avais notamment ce fil-ci qui est le fil charme de fil d'art qui pouvait avoir ce rendu duveteux qui était souhaité pour réaliser ce patron. Donc j'ai utilisé ce fil-là qui est constitué de 50% mohair et 50% acrylique. Je l'ai trouvé dans une boutique à Martigny. Donc Martigny est une ville en Valais. Alors, je vais vérifier que ça enregistre parce que ça fait au moins 15 fois que ça coupe. Donc voilà pour la qualité de fil. C'est un fil que j'ai trouvé très désagréable à tricoter, je vous l'avoue. J'ai tricoté d'abord sur des aiguilles en métal et en fait ça faisait un bruit qui était vraiment difficile à supporter pour moi. Donc j'ai changé l'aiguille et je suis passée à des aiguilles en bois et là ça a tout de suite été mieux. J'ai utilisé un câble d'1 mètre pour tricoter, mon pull. Au porté, la laine je l'ai trouvée assez piquante. Mais même très piquante, désagréable, vraiment ça me démangeait, même avec un t-shirt manche longue en dessous. Mais après le premier lavage, franchement, j'ai été étonnée parce que j'ai pu le porter à même la peau sans me plaindre pendant une journée entière. Je ne suis pas particulièrement sensible, donc si ça me pique, c'est que vraiment, voilà, il y a un souci par rapport à moi. Mais après le premier lavage, franchement, ça allait et puis j'ai pu le porter à même la peau. Un détail intéressant avec ce gilet, c'est qu'on peut le porter avec boutonné devant ou alors avec les boutons à l'arrière. J'ai une préférence pour le porter avec le boutonnage à l'arrière. Quand j'ai pris les photos pour Instagram, j'ai trouvé que ça avait un rendu beaucoup plus chic, beaucoup plus élégant en fait quand on avait les boutonnières dans le dos. Enfin, j'étais étonnée parce que je suis plutôt du genre à porter mes gilets comme ça. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très chouette. Alors, si on n'aime pas la dentelle, mais par contre on aime la forme du pull, ça peut très bien devenir un super, super méga basique parce que il suffit de faire, on tricote le corps tel que proposé, mais par contre au niveau des manches, on n'a pas besoin de faire de dentelle, on n'a qu'à enlever la dentelle et faire des manches toutes simples. Donc moi c'est un peu dans ce sens-là que je vais l'interpréter probablement pour ma prochaine version. On peut imaginer aussi plein de choses, on peut imaginer du color block, on peut imaginer des rayures. Évidemment, moi j'ai plutôt tendance à penser que les rayures sur de la dentelle, je sais pas, je suis pas, voilà, je ne demande qu'à être convaincue. Mais si je devais faire du color blocking ou tricoter des rayures avec ce pull-là, à ce moment-là, j'utiliserais, je ne ferai pas la dentelle. Cela étant dit, pour moi, ça va être un excellent basique. Ça ne va pas du tout avec ce que je porte là aujourd'hui. Hein. Ça ne va pas du tout avec la robe que je porte. Mais ça va être un excellent basique. C'est déjà un excellent basique de ma garde-robe. Et je peux le porter avec plein d'autres choses. Notamment le chemisier Bruna que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, le patron est disponible sur Ravelry. Et puis, vous aurez toutes les autres informations qui pourraient vous intéresser sur mon compte Ravelry et évidemment toute la description du patron sur le compte Ravelry de L'Île aux Fils. On en arrive enfin à mon dernier projet. Pour être honnête, franchement, je vais voir si ça tourne. Pour être tout à fait honnête, j'ai cru que jamais je n'arriverai à poster cette vidéo, à enregistrer cette vidéo parce que je l'ai déjà enregistrée hier une première fois, mais genre au moins en 10 étapes, j'ai cru que je devenais cinglée. Rien ne fonctionnait. Mon téléphone apparemment a décidé de me faire des crasses. Donc je sais pas. Bref, donc je vais arrêter de parler avant que ça coupe à nouveau. La dernière réalisation que je voulais vous présenter, c'est mon bandeau Simone. C'est mon bandeau Simone. Je suis tellement contente. Alors, c'est le genre de choses que j'adore. Tu vois un patron, tu craques, tu vas l'acheter et tu le tricotes dans la foulée. Ça, pour moi, ça veut vraiment dire, c'est le coup de cœur absolu. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur absolu avec ce patron. Donc, je vous le présente. Le patron du bandeau Simone, c'est un modèle proposé par Atelier Émilie qui est sorti en 2020, que j'ai acheté dès que je l'ai vu. Alors, il était gratuit les premiers jours et moi, j'étais en pause réseaux sociaux. Des fois, ça m'arrive pendant une semaine, 2 semaines de ne pas du tout aller sur les réseaux sociaux et c'était une de ces fois-là et malheureusement, j'ai raté ça. Mais du coup, coup de cœur oblige, je suis allée l'acheter. Je l'ai acheté. Au départ, je voulais le faire dans un mélange de laine grise et finalement, je me suis rendu compte que non, je n'étais pas capable de porter du gris sur ma tête en fait. Non, au niveau de la tête, j'ai besoin de couleur. Alors, le patron se tricote avec 2 fils ensemble. Soit fingering mohair lace,
soit sport mohairless. Alors moi j'avais pas de fingering que je pouvais utiliser, mais j'avais de la laine mohairless que je pouvais utiliser. Je vous l'avais déjà montré, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je vous remonte juste la pelote. Voilà, et puis pareil pour l'autre, je vous l'avais aussi présenté dans une précédente vidéo. Ceci, je me souviens que c'était un fond de Garance et que j'ai surteint avec du bois de santal. Moi, j'avais pas du tout de laine de type fingering dans les couleurs que je voulais, ni de sport dans les couleurs dans cette couleur-là. Et en fait, j'ai pris celle-ci qui est plutôt d'un poids hareng et qui est une laine qui est extrêmement légère, mais vraiment extrêmement légère. Et donc j'ai couplé les deux, ce qui fait qu'au niveau des dimensions terminées, j'ai un bandeau qui est... normalement les dimensions terminées, si on suit les propositions de fil du patron, c'est 9,5 cm de largeur. Alors moi j'ai 12,5 cm de largeur et je suis très contente parce qu'en fait j'ai toujours un problème avec les bandeaux, c'est qu'en général ils ne me couvrent pas suffisamment pour que j'ai assez chaud. Et là pour le coup, en ayant un fil de grosseur hareng mélangé avec du mohair comme ça, non seulement j'ai suffisamment de largeur, mais en plus il est suffisamment épais pour me tenir bien chaud. Donc il est expliqué dans le patron comment porter. Donc on fait un nœud, comme ça on fait un second nœud et ensuite on est censé passer les oreilles à l'intérieur de, voilà, du bandeau et ça donne ceci. Et moi j'avoue que j'aime vraiment beaucoup ce type de choses. Ça me rappelle les foulards hyper grands que je portais un peu à la Erykah Badu, que je portais dans mes jeunes années. Voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup ce style-là. Il a un petit quelque chose en plus qui change. À choisir entre celui-ci et le bandeau Frida, je préfère de loin celui-ci. Ou alors on peut très bien imaginer de faire le Frida dans une taille d'aiguille beaucoup plus grande pour avoir justement cette épaisseur qui permet de faire un bon entre-deux. Plutôt que d'avoir un bonnet, d'avoir vraiment quelque chose qui protège bien les oreilles et quand même un petit bout de la tête. Voilà. Donc... on arrive enfin au terme de cet épisode. Je vous jure, vous n'imaginez pas combien de petits bouts de vidéos j'ai dû filmer depuis hier. C'est du grand n'importe quoi. Donc je vais m'amuser au montage. L'idée c'est que vous l'ayez le plus vite, avant la fin de ce week-end évidemment. Et il me reste encore la partie défilé à faire. J'avais plein d'autres choses à vous dire. Mais ça attendra la prochaine vidéo. Il faut que j'aille comprendre ce qui se passe avec mon téléphone et que je règle ça rapidement. Allez, je vous laisse avec le défilé. Je vous envoie plein de gros bisous. Bye bye.